Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonjour. Le 4 mai 1919, à Pékin, quelques milliers d'étudiants manifestent pour protester contre les décisions du traité de Versailles, une décision diplomatique prise à l'autre bout du monde. Rien, en apparence, qui annonce un tournant historique. Mais, en réalité, quelque chose de bien plus profond est en train de se jouer. Cette journée va marquer durablement la vie intellectuelle et politique chinoise. Elle va redéfinir le rôle des étudiants, accélérer la remise en cause des traditions, nourrir de nouvelles idéologies et contribuer à façonner tout le XXe siècle chinois. Comment une manifestation étudiante a-t-elle pu produire un tel séisme? Pour nous aider à comprendre ce moment charnière, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Weck. Sébastien Weck, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour. Vous êtes Sébastien Weck, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, où vous occupez la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine moderne et contemporaine. Vos recherches portent sur l'histoire intellectuelle et politique de la Chine depuis le mouvement du 4 mai jusqu'à l'époque contemporaine, en particulier sur les intellectuels chinois, la mémoire de l'époque maoïste ainsi que l'histoire culturelle de Hong Kong. Alors avec vous, nous allons donc revenir sur cet événement du 4 mai 1919 et au tout début, pouvez-vous nous rappeler brièvement le contexte, à la fois chinois et international, dans lequel se produisent ces événements? Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis toujours ravi de venir parler du mouvement du 4 mai, qui est un mouvement euh, largement commémoré et étudié, mais dans lequel il reste toujours des choses à découvrir et à redécouvrir, en particulier quand on gratte un peu sous les couches de commémoration, on trouve toujours des détails amusants ou qui résonnent avec l'actualité. Donc en fait, le mouvement du 4 mai donc a au moins deux dimensions. Donc quand on parle du mouvement du 4 mai, en général, on désigne deux choses. Donc, d'une part, effectivement, il y a une série de manifestations, de mobilisations, d'abord d'étudiants, ensuite plus largement donc dans la société chinoise au-delà de Pékin, donc allant à Shanghai et d'autres grandes villes, qui comprend ensuite des ouvriers, des commerçants et différentes couches de la société. Donc ça, c'est des manifestations qui durent environ un mois, du 4 mai 1919 au 6 juin, environ 9 juin 1919. Et plus largement, le mouvement du 4 mai désigne aussi une période donc qui est aussi appelée le mouvement pour la nouvelle culture, qu'on peut faire commencer autour de 1915 et qu'on peut faire durer environ jusqu'à 1923. Donc c'est une période plus largement de réflexion sur la révolution de 1911 en Chine qui a créé la République, donc la fameuse première République d'Asie, mais qui rapidement, disons, n'a pas tenu les promesses qu'un certain nombre de révolutionnaires et d'intellectuels plaçaient en elle, et donc qui a donné lieu à une réflexion sur pourquoi la révolution n'avait pas tenu ses promesses. Donc, pour parler plus concrètement, donc en 1912 a été établi un gouvernement républicain avec un président de la République, une assemblée, des institutions démocratiques. Mais assez rapidement, ces institutions ont été confisquées, donc en particulier par un personnage qui était un ancien haut gradé militaire de la fin des Qing, donc Yuan Shikai, donc qui s'est fait élire, s'est fait nommer président, a ensuite dissous l'Assemblée et s'est fait couronner empereur. Et donc autour de 1914-1915, c'est le moment où les intellectuels se posent beaucoup de questions sur l'absence, sur pourquoi la République a été si faible et n'a pas réussi à durer. Donc ça, c'est le début du mouvement pour la nouvelle culture, c'est le contexte plus large. Donc, bon, Yuan Shikai est mort en 1916, la République est revenue, mais elle est restée fragile, en proie à différentes péripéties, donc au gré de différents personnages qu'on appelle souvent les seigneurs de la guerre, en tout cas des militaires qui ont exercé pas mal de pouvoir. Euh,
et aussi d'une certaine division à l'intérieur de la Chine, donc entre différents, bon, au moins deux gouvernements, donc ce qu'on appelait le gouvernement Beiyang à Pékin et le gouvernement donc du Kuomintang à Canton. Donc assez rapidement, même si la République est revenue en apparence, elle semble fragmentée, faible, vacillante. Donc ça, c'est le contexte plus large. En Chine, du mouvement du 4 mai 1919, on s'interroge sur les causes de la faiblesse de la République. Et alors le contexte encore plus large, donc c'est ce que les historiens ont récemment appelé le moment wilsonien. Donc c'est donc comme on sait après la fin de la Première Guerre mondiale, le président Woodrow Wilson, le président américain, a cherché à promettre le droit à l'autodétermination au peuple anciennement inclus dans les grands empires. Et donc ça a suscité disons d'espoir. Je cherche un peu un mot moins banal, mais ça a suscité beaucoup de mouvements autour du monde. Donc, pour concrétiser cette idée que les peuples avaient le droit de s'auto-organiser, de s'autodéterminer, donc cette philosophie, cette idée a eu un grand impact en Chine, mais pas seulement. Donc, pendant les négociations de Paris en vue du traité de Versailles, qui est signé finalement en juin 1919, mais donc il y a environ 6 mois de décembre 1918 à juin 1919, il y a 6 mois de négociations de paix de Paris, donc qui se déroule en grande partie au Quai d'Orsay, et où les différentes délégations sont installées donc à Paris dans différents grands hôtels, et chacun essaye de faire avancer ses idées. Mais à côté de ces délégations officielles, il y a en fait de petits groupes de militants qui viennent de tous ces peuples opprimés entre guillemets, donc notamment les Coréens, colonie japonaise, les Vietnamiens, colonie française, etc., etc. Et donc les Chinois font partie de ces délégations un peu. Alors la Chine a une délégation officielle, même s'il y a là deux gouvernements concurrents à ce moment-là. Donc ils arrivent à envoyer une délégation commune, du gouvernement Beiyang et du gouvernement du Kuomintang de Canton. Mais à côté de ça, il y a toutes sortes de personnes autour, des journalistes, des militants politiques, des étudiants, qui essayent de faire pression pour que la Chine obtienne plus que ce que les négociateurs officiels semblent arriver à obtenir. Et donc ça, c'est le moment qui déclenche en fait les manifestations en mai 1919. Donc fin avril, on commence à comprendre que donc sur un point très important de territoire, les négociateurs chinois n'arrivent pas à obtenir satisfaction dans les négociations, qui sont les droits allemands dans la province du Shandong, autour de Qingdao en réalité, donc ce qu'on appelait la péninsule de Jiaozhou. Euh, et En fait, bon, il y a tout un ensemble de raisons. Alors, donc, ces territoires étaient des concessions territoriales et comportaient aussi des concessions économiques. Donc, comme vous le savez, à l'époque, la Chine avait, même si la Chine n'a jamais été colonisée directement, donc il y a un certain nombre de concessions étrangères, mais il y a aussi des administrations qui sont gérées par les étrangers, donc notamment les douanes, les postes, dont les revenus en fait ne viennent pas toujours dans les caisses de l'État chinois. Donc ça, c'est un des grands facteurs de faiblesse de la Nouvelle République, c'est qu'ils n'arrivent pas à lever les impôts de manière efficace. Et et donc, dans le Shandong, il y a des intérêts allemands qui sont pas uniquement des intérêts territoriaux. Donc, il y a le chemin de fer, il y a les droits de douane sur les ports de Jiaozhou. Et donc, sur toutes ces questions-là, les Chinois veulent récupérer tous ces territoires et intérêts économiques. Et en fait, le Japon est entré en guerre du côté des Alliés dès alors j'ai oublié fin 1914 ou début 1915 pour se saisir de ces territoires allemands. Donc en se plaçant du côté des Alliés, le Japon se met en quelque sorte en position de force à cet endroit-là, puisque les Allemands n'ont pas réellement de possibilité de défendre ces territoires. Le Japon de facto contrôle ces territoires. Alors les Chinois ont essayé d'entrer en guerre, mais
n'y arrive pas. Alors les alliés, d'une part parce que le gouvernement chinois, donc comme je disais, est divisé. Yuan Shikai a dissous l'Assemblée. De l'autre côté, les alliés ont fait affaire avec le Japon et ils souhaitent ménager le Japon et donc ne pas. Donc on dit plusieurs fois qu'ils ne souhaitent pas que la Chine entre en guerre du côté des alliés. Donc finalement, en 1917, la Chine arrive contre l'envoi de centaines de milliers de travailleurs chinois pour faire tourner les usines en Europe. Donc ça, c'est un geste diplomatique qui est motivé par la volonté du gouvernement chinois d'entrer en guerre du côté des Alliés et de récupérer ces territoires. Donc grâce à cet envoi, ils arrivent à convaincre les Alliés à les laisser entrer en guerre, en quelque sorte, et donc à faire valoir leur demande territoriale, leurs revendications territoriales sur le Shandong. Et il s'avère, courant avril 1919, que il existait des traités secrets entre les Alliés et le Japon, mais aussi entre le gouvernement Beiyang et le Japon, euh, dont l'existence n'avait pas été révélée et qui, en fait, annule la validité des revendications chinoises. Et donc là, effectivement, d'abord parmi les étudiants chinois à Paris, donc qui entourent un peu la délégation, et ensuite, et il y avait beaucoup de journalistes aussi, quelques journalistes célèbres qui couvraient, donc c'est quand même le début de l'ère du télégraphe, etc. Donc bon, on n'est pas à l'âge d'Internet, mais quand même les résultats des négociations sont suivis jour par jour par les journalistes qui envoient des télégrammes en Chine pour rendre compte de ce qui a été annoncé. Et, euh, et donc, parmi d'abord donc ce groupe de personnes à Paris, ensuite très rapidement en Chine, on commence à comprendre que la Chine n'arrivera pas à récupérer les intérêts au Shandong, et donc là se déclenche un certain nombre de mouvements. Ceci dit, il y a aussi d'autres facteurs. Donc ça, c'est le premier, c'est le premier tour d'horizon de comment Hmm. est arrivé le jour du 4 mai. Alors, ce jour du 4 mai, qu'est-ce qui se passe à Pékin? Qui trouve-t-on comme manifestant? Et pour réclamer quoi? Hmm. Voilà. Alors donc le 4 mai, donc c'est un dimanche, il fait beau, les diplomates étrangers sont partis à la campagne et les étudiants, donc environ 3000 étudiants d'une petite dizaine d'universités chinoises. Donc, en fait, les universités, il faut préciser que les universités sont une institution relativement récente à ce moment-là en Chine. Donc, la première université moderne, c'est l'université de Pékin qui a été fondée en 1898. Donc, c'est l'année des réformes de l'empereur Guangxu. Euh, et ensuite, certaines autres universités ont été établies, dont certaines aussi par des missionnaires étrangers. Mais en tout cas, donc une petite dizaine d'universités dont les étudiants se rassemblent près de la porte Tiananmen, ce qui n'est pas encore la place Tiananmen. Il n'y a pas encore cet immense espace qui a été dégagé bien plus tard. Mais donc, il y a toutes sortes de choses. C'est un peu le cœur du Pékin politique. Donc, c'est devant l'entrée de la cité interdite. Donc, à l'est, il y a le quartier délégation et au sud, il y a la gare, donc où arrive le chemin de fer de Tianjin, la gare de Tianmen. Et donc, à cet endroit-là, les étudiants se rassemblent. Donc, avec en particulier une revendication qui porte sur le renvoi de trois personnages politiques chinois dont que les étudiants accusent d'être compromis avec le Japon, d'avoir négocié secrètement ou conclu secrètement des accords avec le Japon. Et donc les étudiants se rendent d'abord devant les légations des puissances alliées, en particulier l'ambassade américaine, mais aussi britannique, française, italienne, etc. Donc font valoir donc leur mécontentement vis-à-vis de la question du Shandong. Mais en même temps, le mot d'ordre, donc c'est donc retrouver la souveraineté vers l'extérieur et se débarrasser des traîtres à l'intérieur. Euh, et donc
par la suite, les étudiants se rendent donc à la résidence d'un de ces personnages, Cao Zhulin, donc et ils y trouvent un des autres ministres, donc Zhang Dongxiang, qui était, alors j'ai un peu oublié, c'était l'ambassadeur de Chine au Japon ou le ministre des Communications. Enfin voilà, donc il y a plusieurs personnages comme ça qui sont directement connectés au Japon et ils mettent le feu à sa résidence. Et donc il y a personne dans la résidence, euh, ils ne trouvent pas les personnes qu'ils cherchent, mais ils mettent le feu et donc ensuite il y a un certain nombre d'arrestations et un étudiant est tué par la police et donc cet incident donc manifestation quand même largement pacifique, mais bon, avec effectivement un incident un peu regrettable à la fin. Cet incident est pris comme prétexte par le gouvernement conservateur de Tuan Shijue pour, disons, mettre en place une sorte de mise au pas des universités, parce qu'ils trouvent que les universités, il y a trop d'agitation, il y a trop d'idées déjà depuis plusieurs années. En fait, il y a trop d'idées modernes, il y a trop de manifestations. Les étudiants, voilà, font trop. Se montrent très intéressés par la révolution russe, donc tout ça, ça plaît pas beaucoup aux autorités pékinoises. Donc en fait, c'est ça qui déclenche le mouvement. Donc comme souvent dans les mouvements sociaux, ce qui met le feu aux poudres, si je puis dire, c'est libérer nos camarades. Hein. Donc à partir du moment où une dizaine d'étudiants ont été emprisonnés, en fait, ça déclenche un mouvement de grève dans toutes les universités à Pékin. Sébastien Weg, on dit souvent que le 4 mai dépasse largement la seule journée du 4 mai finalement. En quoi ce mouvement s'inscrit-il dans un courant intellectuel plus large? Donc effectivement, c'est ce que j'ai appelé le mouvement pour la nouvelle culture. Enfin, donc ce mot apparaît peu après le mouvement. Donc euh, ce mouvement pour la nouvelle culture a plusieurs revendications ou plusieurs aspects. Comme je disais, ça a commencé avec en 1915 donc la désillusion par rapport au régime républicain. Et là aussi, dès 1915, en fait, Yuan Shikai a conclu des traités secrets avec le Japon, donc les 21 demandes du Japon, donc il y a 5 demandes, ou cinquième groupe de demandes secrètes qui sont pas révélées à l'époque, donc il y a déjà une composante nationaliste, mais il y a aussi une composante, disons, d'insatisfaction par rapport au fonctionnement des institutions démocratiques, au fait que des personnages puissants confisquent les institutions démocratiques, que l'Assemblée a été dissoute, donc l'Assemblée, bon, elle a été élue démocratiquement par un suffrage très très censitaire, mais quand même démocratiquement. Donc il n'y a pas eu énormément d'électeurs à l'échelle de la Chine en 1913, mais néanmoins, on estime que ce sont les élections les plus démocratiques qui se soient tenues en Chine, toute époque confondue jusqu'à aujourd'hui, donc avec celle de 1947, donc mais qui ont un électorat plus large, mais des accusations de corruption donc qui grèvent un peu le résultat. En tout cas, les élections de 1913 ont renvoyé une assemblée qui est vue comme légitime, mais que Yuan Shikai a dissoute. Et donc les anciens membres de l'assemblée, beaucoup d'entre eux se sont regroupés à Canton avec le Kuomintang. Donc disons que la question est de savoir comment en fait favoriser un esprit plus démocratique. Et donc là, c'est de là que viennent un certain nombre de propositions un peu qui perçues comme assez radicales, donc notamment un certain nombre d'intellectuels prennent pour cible le confucianisme et en particulier la pensée hiérarchique du confucianisme, le fait que la hiérarchie, c'est en fait ce qui mine les institutions démocratiques parce que les hiérarchies anciennes sont encore là et que les personnes qui sont en bas de la hiérarchie confucianiste
confucéenne, c'est-à-dire les femmes, les personnes plus jeunes, les personnes qui n'ont pas réussi dans le système ancien des examens, n'ont pas le même droit à la parole que les anciens notables de l'Ancien Régime. Et donc, il y a tout un ensemble de critiques du confucianisme qui s'inscrivent dans cette veine. Ensuite, bon, il y a vraiment beaucoup de courants différents. Euh, donc, ce qui s'inscrit dans dans ce sillage plus large, c'est la revendication d'une langue parlée. Donc, ça va avec l'idée de déconstruire les anciennes hiérarchies confucéennes, c'est-à-dire d'abandonner la langue classique, donc qui est utilisée pour écrire les textes importants, euh, pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent participer aux débats politiques, aux institutions politiques. Et donc pour ça, il faudrait que les textes importants soient écrits en langue vernaculaire, soient écrits comme on parle le mandarin à l'époque dans le nord de la Chine. Et donc ça va donner aussi lieu à tout un ensemble de revendications. Et on peut dire un troisième ensemble qui n'est pas forcément toujours mis au même niveau, mais qui est quand même important, c'est la liberté académique. C'est-à-dire que en 1918-19, on voit de plus en plus des responsables politiques qui s'immiscent dans la gestion des universités. Donc la raison pour laquelle en 1919 c'est parti de manière aussi spontanée, c'est que en fait, il y avait déjà une campagne de plusieurs mois contre le président de l'université, Tsai Ing-wen, un intellectuel vu comme réformateur, donc du côté des étudiants. Et il y avait une campagne des conservateurs contre lui, l'accusant de favoriser une vie moralement dissolue parmi les étudiants, des idées saugrenues venues d'Occident, etc. Euh, et donc, la défense de l'université comme lieu de libre parole, c'est aussi une des choses très centrales dans le mouvement de 1919, mais plus largement ce qui se passe pendant ces années-là. Et donc, ça se traduit par donc les manifs durent un mois, en gros. Finalement, les étudiants obtiennent satisfaction au sens où les trois responsables, vus comme compromis avec le Japon, proposent leur démission au gouvernement, qui est accepté. Et ensuite, tout le monde rentre gentiment chez soi. Mais pendant tout l'été, la deuxième moitié de l'année 1919, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit une extraordinaire ébullition, notamment dans la presse et dans la vie associative. Donc, des centaines de petits journaux, revues, etc., sont fondés par des étudiants ou d'autres personnes dans la société, des associations, des coopératives, des associations pour aller donner par exemple, donner des conférences. Alors à Pékin, ça se fait beaucoup. Donc pendant le mois de manifestation, les étudiants faisaient des conférences sur les sujets d'actualité internationale ou sur les questions politiques, disons au carrefour, hein, partout, un peu dans Pékin. Donc ça, après le mois de juin, ils continuent à aller un peu dans la banlieue de Pékin, dans les villages, pour essayer d'expliquer plus largement à la population chinoise ce qui est en train de se passer. Donc il y a tous ces mouvements un peu utopiques qui sont très très actifs pendant la deuxième moitié de 1919. Alors bien sûr, ça reste limité à une certaine élite urbaine, ça, il n'y a pas de doute. Néanmoins, bon, ce mouvement a quand même de vraies répercussions au niveau national, parce que il y a aussi des élites urbaines dans d'autres grandes villes de Chine, donc à commencer par Shanghai, mais aussi beaucoup d'autres villes. Donc le mouvement se déroule aussi dans les grandes villes de l'intérieur, à Changsha, à Chengdu, à Xi'an, etc. Il y a le même type d'association à Wuhan, à Kunming, etc. Donc c'est un petit peu ça, disons, ce qui a rendu le mouvement si influent, c'est que c'est pas simplement en fait ces manifestations, c'est un état d'esprit plus large qui euh, cherche de manière un peu utopique à jeter les fondements d'une sorte de sphère publique démocratique, à faire participer un plus grand nombre de personnes à la vie politique et à garantir effectivement la liberté d'association, la liberté de presse, la liberté éducative, la liberté académique. Donc c'est un petit peu ça le, le- voilà les répercussions plus larges. Alors, avec le recul, Sébastien Weck, peut-on considérer le 4 mai comme un tournant?
En quoi a-t-il contribué à façonner le nationalisme chinois et à faire émerger de nouveaux acteurs politiques? Oui, c'est certainement un tournant euh, alors peut-être moins dans la vie politique immédiate que dans l'évolution intellectuelle plus large. Euh, donc, pour ce qui est de la vie politique, le mouvement n'a pas immédiatement obtenu ce qu'il revendiquait, c'est-à-dire, bon, alors, comme je disais, les trois responsables compromis avec le Japon ont démissionné. Néanmoins, comme on sait, au traité de Versailles, les intérêts allemands dans le Shandong ont été attribués au Japon. Néanmoins, en fait, la Chine a récupéré ses droits territoriaux assez rapidement lors de conférences en 1921 et 1922, donc ça n'a pas été un problème durable. Euh, Néanmoins, voilà, pour ce qui est donc de la démocratisation de la société et de la stabilisation du régime républicain, le mouvement du 4 mai n'a pas vraiment été un succès. Disons que la division politique a continué tout au long des années 20. Finalement, à partir de 1927, le Kuomintang a pris le pouvoir et a imposé un régime quand même passablement autoritaire, qui ressemblait plus tellement à la République prévue dans la euh, alors, bon, il n'y a pas eu de constitution immédiatement en 1912, mais dans les documents, disons, de 1912, on envisageait quand même un régime plus libéral que celui qui a été mis en place par le Kuomintang. Euh, donc, L'autre conséquence, l'autre événement dont certains voudraient faire une conséquence du mouvement du 4 mai, c'est la fondation du Parti communiste chinois, donc en 1921. Alors, là, on commence à être pris en fait dans l'interprétation et la récupération du 4 mai. C'est-à-dire que assez rapidement, le Parti communiste, qui entretenait des liens, disons, organiques avec certaines personnes engagées dans le mouvement du 4 mai, en particulier à travers la personne de Chen Duxiu. Donc, Chen Duxiu était le doyen de la faculté de lettres de l'Université de Pékin au moment des événements de 1919. Et il était rédacteur en chef de la revue Nouvelle Jeunesse, donc qui était une des revues emblématiques, donc justement fondée en 1915, une des revues qui faisait avancer cette réflexion sur la démocratisation de la société. Et Chen Duxiu et la revue Nouvelle Jeunesse sont passés du côté euh, de la fondation du Parti communiste en 1921. Alors bon, il faut pas le Parti communiste en 1921, c'est une toute petite affaire entre un petit groupe de personnes, donc il ne faut pas non plus voir immédiatement quelque chose d'extrêmement bureaucratique. Euh, mais toujours est-il que ça ne représentait pas la totalité du mouvement du 4 mai. Ceci étant dit, parce que le mouvement du 4 mai a été vu comme une référence fondamentale pour tous les militants politiques, disons, un peu de tous bords, euh, sauf les extrêmes conservateurs dans la Chine républicaine, chacun a essayé de s'accaparer le lien avec le mouvement du 4 mai. Et donc en particulier, Mao lui-même avait été un participant, peut-être pas le plus important, mais un des participants du mouvement du 4 mai. À l'époque, il travaillait à la bibliothèque de l'Université de Pékin, il avait été euh, il a été directement impliqué dans les manifestations à Changsha, au Hunan, sa province natale. Il a lui aussi créé une revue, donc comme beaucoup de ses revues après 1919, lui aussi en a créé une. Donc, Fort de ces liens entre les premiers dirigeants et le mouvement, le Parti communiste a revendiqué une continuité entre le mouvement du 4 mai qui représenterait alors, ça c'est dans une formulation plus tardive de Mao, qui estime que le mouvement du 4 mai représente le passage de d'un mouvement révolutionnaire dirigé uniquement par des
couche bourgeoise de la société vers un mouvement où les ouvriers sont impliqués. Donc effectivement, il y a eu les grèves d'ouvriers à Shanghai dans le courant mai et début juin 1919, c'est indéniable. Euh, mais néanmoins, donc il estime que ce mouvement ne pouvait pas réussir parce que il était encore sous la direction de la bourgeoisie, et donc il fallait que le Parti communiste fût créé en 1921 pour que ce mouvement révolutionnaire arrive véritablement à ses fins. Donc, c'est à cause de cette interprétation qui est devenue très dominante que on présente souvent le mouvement du 4 mai aujourd'hui comme un mouvement euh, anti-impérialiste et anti-féodal. Donc ça, c'est un peu l'interprétation officielle. Ce sera ce qu'on trouve, disons, sur la page Baidu, si on regarde sur l'Internet chinois et même dans les manuels d'histoire. Donc impérialiste au sens où c'était dirigé contre les intérêts donc japonais dans le Shandong et plus largement les autres puissances impérialistes, et anti-féodal parce que les impérialistes étaient soutenus donc par des reliquats de l'ancien régime à l'intérieur de la Chine. Donc ces personnes corrompues et alliées aux étrangers pour empêcher la Chine de s'émanciper. Euh, donc ça, finalement, c'est devenu une partie de la geste, disons, du Parti communiste. Donc Mao a finalement élaboré sa théorie de la révolution dirigée contre les trois montagnes, donc l'impérialisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique. Donc il fallait renverser ces trois montagnes pour émanciper, libérer le peuple chinois et faire advenir la révolution. Alors, bon, disons ça, c'est quand même plus un effet de réinterprétation postérieure qu'une réalité dans la Chine des années 20 et 30. Alors, ce qui est vrai, c'est que le mouvement du 4 mai est resté une référence, donc pour tout le monde, pour les communistes, pour les nationalistes et aussi pour les intellectuels indépendants, donc qui voyaient dans le mouvement un moment de revendication démocratique et de liberté de la pensée, de liberté d'association, de toutes ces choses que les intellectuels n'ont cessé de revendiquer au cours de l'époque républicaine. Si bien que cette référence au mouvement revient à différents moments dans l'histoire, en fait. Donc ça, effectivement, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme historien, une fois dégagé un peu ces différentes couches interprétatives, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, euh, c'est un mouvement où pour la première fois, peut-être, alors il y a quelques autres candidats, mais peut-être le plus massif euh, pour la manifestation d'une opinion publique à l'échelle nationale en Chine, disons, voilà, après la chute du régime impérial. Euh, Ce sont des manifestations, disons, qui n'ont pas de précédent dans leur ampleur et dans la mobilisation, l'implication de différentes couches de la société. Donc là, on peut véritablement parler d'une opinion publique nationale. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a participé au mouvement, mais disons, ceux qui n'ont pas participé n'ont peut-être pas d'opinion. Enfin, c'est quand même parmi les personnes qui ont une opinion, tout le monde a participé au mouvement. Je pense qu'on peut dire ça. Euh, c'est aussi, disons, un pas dans l'établissement d'une sorte de sphère publique. Donc, comme je disais, une des conséquences, c'est l'extrême vitalité du secteur de la presse après 1919. Ça, c'est un élément très important parce qu'il continue à alimenter la culture politique dans les années 20. Donc, tous ces journaux, toutes ces revues qui se diffusent un peu dans la société. Et je veux pas être trop long, mais donc le dernier élément peut-être, c'est donc ce que un historien chinois très 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 important du 4 mai, Luo Zetian, a appelé les petits intellectuels, donc la diffusion des idées du 4 mai dans les campagnes en fait, dans les années 20. Donc il y a tout un ensemble de personnes qui étaient des étudiants ou des personnes mobilisées en 1919 qui souvent sont devenus instituteurs dans les années 20 et qui ont essaimé dans les villages, dans les campagnes et qui ont contribué à diffuser les idées du 4 mai bien plus largement dans la société chinoise tout au long des années 20 et des années 30. Donc ça, c'est, je dirais, l'impact durable du mouvement du 4 mai. Donc il y a la référence symbolique que tous les responsables politiques essayent de s'accaparer, et puis il y a la pénétration progressive dans la société. Mhm.
Ah, comme vous le disiez, c'est quand même surprenant que le 4 mai ne disparaisse jamais vraiment, finalement. Il est très tôt commémoré et célébré, parfois réinterprété. Alors, comment expliquez-vous cette place si particulière dans l'histoire chinoise du C'est 21? vraiment, effectivement, c'est vraiment la référence incontournable. Euh, donc, quand on observe un peu les différents régimes, les différentes configurations dans lesquelles le 4 mai a été célébré, on finit par se dire que finalement, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Euh, donc, comme je disais, pour ce qui est donc de l'interprétation communiste, elle a été bien fixée à partir environ de 1939. Donc, le 20e anniversaire, Mao fait un discours qui pose très clairement cette idée donc de l'impérialisme et du féodalisme. Et donc, à partir de là, la commémoration suit un peu cette logique. Euh, du côté des nationalistes, alors Sun Yat-sen et plus tard Chiang Kai-shek n'aimaient pas beaucoup certains aspects du mouvement du 4 mai, donc je ne vais pas trop parler des différents courants internes, mais disons que euh, on peut parler d'un courant un peu marxiste et d'un courant plutôt libéral. Donc le courant marxiste, ce sont les personnes comme Chen Duxiu ou Li Dazhao, un des fondateurs du Parti communiste, et le courant libéral, ce sont des personnes comme Hu Shi, donc euh, plus tard un diplomate du Kuomintang, intellectuel libéral, philosophe. Ou encore Luo Jialun ou Fu Senyen, donc des historiens qui sont plus tard partis à Taïwan. Donc, euh, le Kuomintang entretient un rapport compliqué avec ses intellectuels libéraux. Donc, Hu Shi, Fu Senyen ont occupé des positions importantes dans l'appareil d'État du Kuomintang. Néanmoins, leur vision du 4 mai ne concorde pas non plus exactement avec ce que je souhaite mettre en avant Chiang Kai-shek. Donc, en particulier, tout ce qui est anti-confucéen, tout ce qui va dans le sens de l'écriture vernaculaire, tout ce qui va dans le sens de la critique de la tradition, tout ça, ça plaît pas beaucoup à Chiang Kai-shek. Donc, le Kuomintang a essayé de garder une sorte de référence au 4 mai euh, en la désamorçant, si on peut dire. C'est-à-dire que donc c'est la fête de la culture ou bien la fête de la littérature, la fête de la jeunesse. Quelque chose qui permette de commémorer quand même les événements. Bon, l'aspect patriotique n'est pas controversé, mais sans entrer trop dans le détail, justement, de tout ce programme, disons, de démocratisation plus profond. Euh, et effectivement, le 4 mai est revenu, par exemple, alors c'est très frappant, en 1957, donc le mouvement anti-droitier, donc enfin les sans-fleurs en Chine populaire, donc le mouvement des sans-fleurs, donc Mao demande aux intellectuels de dire sincèrement ce que le pouvoir communiste n'a pas bien fait pendant ses premières années au pouvoir. Donc, ça donne lieu à un certain nombre de revendications qui sont ensuite réprimées dans ce qu'on appelle le mouvement anti-droitier. La référence au 4 mai est très forte en fait. Donc il y a un mouvement sur le campus de l'Université de Pékin en mai 1957 qui fait directement référence au mouvement du 4 mai, notamment par le titre d'une des revues étudiantes qui est établie à ce moment-là. Et de manière un peu symétrique, à Taïwan, où il y avait aussi une répression anticommuniste extrêmement féroce dans les années 50, une des revues organisée par ces intellectuels libéraux, Yin Hai-kwang, qui avait quitté le continent par anticommunisme, mais était sous étroite surveillance du Kuomintang à Taïwan. Donc sa revue qui s'appelait La Chine libre, Zheou Zhongguo, a finalement a elle aussi proposé un appel à l'esprit du 4 mai pour critiquer en fait la dérive dictatoriale du pouvoir de Chiang Kai-shek. Et donc la revue a finalement été interdite en 1960. Donc on a cette sorte de symétrie dans différents contextes de la référence au 4 mai comme une sorte de référence à une posture de critique par rapport au pouvoir, de réflexion sur la tradition chinoise, de réflexion aussi sur les institutions démocratiques qui, qui perdure parce que on peut dire peut-être elle n'a jamais été entièrement, disons, satisfaite. Donc,
Pour le dire peut-être de manière un peu moins normative, on peut dire aussi que euh, le mouvement du 4 mai, c'est pas un mouvement de parti. C'est un mouvement qui est organisé par des étudiants enthousiastes, utopistes, mobilisés pour des idées soutenues par tous. Euh, Perdure une grande méfiance par rapport aux partis politiques. Les partis politiques, c'est la magouille, c'est les vieux crocodiles de l'époque Qing, etc. Donc c'est les gens dont on veut plus. Et en fait, cette méfiance par rapport aux partis, elle aussi perdure dans la culture politique chinoise du XXe siècle. Donc la politique partisane est toujours vue comme quelque chose de corrompu, de bureaucratique, disons, qui ne remplit pas les visions idéales donc d'un régime, d'institutions plus démocratiques. Donc c'est pour ça aussi que le 4 mai, disons, c'est pas le 4 mai répondait pas au programme d'un parti. C'était quelque chose de spontané et que donc de ce point de vue-là, dans lequel différentes générations ont pu projeter leur propre vision ou leurs propres aspirations. Mhm. Et alors aujourd'hui, que reste-t-il du 4 mai 1919? Quel est l'héritage? Alors, c'est vrai que bon, dans les manuels, c'est devenu quelque chose d'un peu poussiéreux, c'est très consensuel, donc c'est un peu comme commémorer la Révolution française en France. Au fond, personne n'est contre, tout le monde est pour, mais on se pose pas forcément beaucoup de questions sur vraiment le détail. Euh, donc aujourd'hui, bon, quand même, en général, il y a un message donc du secrétaire général du Parti communiste chinois pour commémorer le jour du 4 mai. Lors des dates importantes, il y a des discours. Donc Xi Jinping est allé à l'université de Pékin en 2019, je pense, pour le dernier, pour le centenaire. Donc comme l'avait fait avant lui, je pense, alors j'ai pas vérifié, mais je pense Jiang Zemin en 1999 et Hu Jintao en 2009. Donc donc ça reste un événement dans la culture politique officielle donc du régime en République populaire. À Taïwan, c'est un peu perdu, je dirais, comme le Kuomintang n'était jamais très attaché, et puis bon, disons, d'autres événements ont fini par prendre le dessus. Euh, mais ça reste quand même une référence, je dirais, quand on cherche dans la culture politique chinoise du XXe siècle un repère qui n'est pas finalement terni par une appartenance partisane à un de ces deux grands partis qui ont quand même fait créé beaucoup de problèmes à la population chinoise au XXe siècle. Quand on cherche ce type de référence, ben, on retombe sur le 4 mai, en fait. Donc je dirais, de ce point de vue-là, ça reste une référence qui est vivante. Mhm. Merci beaucoup. Merci Sébastien Bach pour votre intervention. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et aussi, vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire intellectuelle chinoise, parmi eux Fiction du pouvoir chinois, littérature, modernisme et démocratie au début du XXe siècle, paru aux éditions de l'EHSS en 2009. Puis vous avez également dirigé des éditions critiques de 3 recueils de Lu Xun, Cris, Errance et Mauvaises herbes, rassemblés sous le titre Nouvelles et poèmes en prose, aux éditions d'Ulm en 2015. Et votre dernier ouvrage, publié chez Columbia University Press en 2019, s'intitule Minjian, The Rise of the China Grassroots Intellectuals, consacré à l'essor des intellectuels non institutionnels en Chine. Et vos recherches actuelles, puisque vous êtes aujourd'hui à Tokyo, au Japon, portent sur l'histoire de Hong Kong entre 1945 et 1997. Merci encore Sébastien pour votre intervention. Merci Et beaucoup. ah non, non, on vous remercie vraiment. Et puis, eh ben, merci à tous pour votre écoute. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Histoire de Chine. Si vous voulez découvrir de nouveaux entretiens, n'hésitez pas à aller sur le site www.histoiredechine.fr. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications, ainsi que liker les épisodes qui vous plaisent. C'est ce qui fera grandir notre podcast. Merci infiniment pour votre soutien.